Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc sur le nouveau chapitre de Retro Movies, donc qui enchaîne en ce moment donc sur, on va dire, la thématique de l'anticipation, de la science-fiction. Bon, bien que j'aime varier les genres, en fait, quand je choisis un film que j'aimerais donc vous faire partager, en tout cas vous le faire connaître, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, c'est aussi pour vous parler vraiment de toutes les décennies, comme je l'ai dit, même si je préfère les décennies vraiment prolifiques et très créatives artistiquement et au niveau de, je dirais de l'inventivité des scénarios des années 70-80, je suis obligé aussi de parler quand même d'autres films que j'ai pu découvrir moi étant adolescent, et comme par exemple donc le film dont je vais vous parler maintenant, Le Monde, la chair et le diable, film de 1959 réalisé par Ranald McDougall. Je reviendrai comme toujours un peu sur ce réalisateur. Et donc avec des acteurs vraiment très intéressants, enfin en tout cas dans les années 50-60 qui ont fait pas mal de films, qui ont une bonne filmographie, avec donc honneur aux dames Inger Stevens, Harry Belafonte et Mel Ferrer dans les rôles principaux masculins. Et donc ce film, Le Monde, la chair et le diable, c'est un film, je dirais, vraiment très important en tout cas dans le thème de la science-fiction post-apocalyptique, donc film qui se déroule après une apocalypse potentielle. Donc je vais vous resituer un peu l'histoire de ce film, qui se déroule donc à une époque, on va dire, fin des années 50, et puis donc après un éboulement en fait au fond d'une mine, donc dans l'état de Pennsylvanie, Ralph Burton, donc joué par Harry Belafonte, attend des secours donc qui n'arrivent pas, et finit par se libérer tout seul donc des décombres. Mais de retour à la surface, donc il s'aperçoit en fait que toute trace de vie humaine semble avoir disparu après le passage d'un nuage radioactif. En route pour New York, donc il traverse des avenues désertes, et je reviendrai aussi sur la qualité vraiment de justement l'imagerie en tout cas du monde post-apo avec des décors désertiques, puisque tout est tourné à New York, mais vous verrez, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun made painting, il n'y a aucun effet en fait de miroir pour vous faire croire à l'apocalypse. C'est vraiment donc ils ont complètement vidé les quartiers pour pouvoir tourner très tôt le matin ces séquences. Donc en route pour New York, donc l'un des héros joué par Harry Belafonte, donc s'organise et récupère ce dont il a besoin dans les magasins, traînant derrière lui un chariot au pied des gratte-ciel abandonnés. Mais est-il vraiment le seul survivant de l'humanité ? Voilà. Et donc à partir de là, le film va démarrer, on va dire, sur une rencontre ensuite, qui va donc... le personnage d'Harry Belafonte va rencontrer une femme, jouée par Inger Stevens, comme je l'ai dit, et un troisième personnage masculin va donc les rejoindre, joué par Mel Ferrer. Et ce qui est intéressant dans ce film post-apo que moi j'adore pour justement traiter au-delà, je dirais, d'une idée de survie de l'humanité, comment on s'organise pour, si on était par exemple les 3 derniers survivants, comment on s'organise pour donc faire face, je veux dire, au temps qui passe, aux denrées alimentaires qui s'épuisent, donc dans un monde où il n'y a plus de médecins, où il va falloir trouver des solutions, puisque on voit bien que le film, en tout cas là, se déroule fin des années 50, mais donc s'il y a une apocalypse fin des années 50, ils n'ont pas les ordinateurs, donc ils n'ont pas moyen d'accès à Internet pour, je sais pas moi, aller consulter des choses sur la médecine si l'un d'eux tombe malade par exemple. Donc le film est très réaliste d'un point de vue justement contexte de la situation décrite. Et ce qui me plaît énormément dans ce film, c'est aussi de voir... évidemment, c'est là le point central de ce film, c'est de mettre en scène surtout 2 hommes et une femme. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, le réalisateur Ranald McDougall, lui, il s'intéresse, au-delà, comme j'ai dit, d'un film de survie sur après un événement donc apocalyptique, il s'intéresse sur, en fait, je dirais, comment ces 3 êtres, surtout 2 hommes et une femme, vont pouvoir... je dirais s'entendre, parce que quand il y a une femme au milieu de 2 hommes, évidemment, à un moment donné, évidemment, comme il n'y a plus, je veux dire, de contact
entre les hommes et les femmes, et là ils sont 2 hommes pour une femme. Donc là, il va vraiment cerner un peu les personnalités de ces 3 personnages pour, je dirais, se dire, l'un et l'autre vont finir par justement avoir une attirance pour cette femme, la seule femme qui reste sur Terre. Donc évidemment, quand on veut, je dirais, quand on a, bien comme tout être humain, je veux dire, des besoins d'aller vers l'autre, de se réconforter, ben on va vers ces hommes vont vouloir aller, tous les deux vont être attirés par la seule femme qu'il reste. Et donc ça va créer donc des tensions. Et c'est ce qui est intéressant, c'est comment en fait, finalement, au-delà de tout ça, l'humanité, enfin, 3 êtres humains vont être confrontés, je dirais, finalement, à la jalousie, à le fait de devoir partager, au fait de, justement, de ne pas vouloir partager pour l'un d'entre eux, parce que, en fait, cette femme est prête, je dirais, presque à vivre avec ces 2 hommes, à les accepter, avec leurs défauts, avec leurs qualités, hésite entre elle est attirée vers l'un puis vers l'autre, et donc les 2 hommes sont aussi un peu, je dirais, ils ont du mal justement eux aussi à accepter le fait qu'ils puissent se la partager en fait, et c'est ça qui est fou. Mais voilà, on voit que 3 survivants, 2 hommes et une femme, et donc ça attire la convoitise et la jalousie, et c'était un sujet rare dans les films catastrophes modernes. Et donc, c'est un film qui parle de la ségrégation aussi, puisque donc il y a un homme blanc, un homme de couleur noire, et là aussi il y a un problème racial. Et c'est pour ça que j'ai adoré aussi la thématique du film. C'est un film sur la cohabitation, sur le fait de devoir accepter que il va falloir faire avec la seule femme qui reste, et pour ça, ça va créer une certaine jalousie, je dirais Alors, évidemment, plutôt de l'un et l'autre, en fait. Ça vient pas que de l'homme blanc vers l'homme noir. C'est vraiment les deux, en fait, qui ne veulent pas... au début, ils veulent bien faire des efforts pour vivre ensemble, mais ensuite, ça devient compliqué. Et dès qu'il y a un peu de sentiment au milieu, ça devient, je dirais, très difficile, la cohabitation. Et ça va créer une véritable rivalité entre les 2 hommes, les 2 personnages du film, même si elle, au milieu, elle va essayer de s'interposer, de les raisonner. Mais c'est pas forcément... Les choses vont pas tourner spécialement en bien, mais je préfère vous laisser le découvrir, en tout cas, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce film, parce que c'est un film aussi dont on parle pas beaucoup, je dirais, qu'on cite pas beaucoup, en tout cas dans les films post-apocalyptiques. Il y en a énormément des films qui parlent de ce thème. C'est un thème qui attire beaucoup aussi l'univers du jeu vidéo, à travers des Last of Us, des Horizons dernièrement, etc. Donc c'est un thème qui vraiment toujours attire, je dirais, les réalisateurs, et notamment en tout cas dans les années 50, 60, et même au-delà, il y a eu souvent cette thématique du film post-apocalyptique, de la survie après une catastrophe nucléaire ou autre chose, de comment l'humain va s'en sortir. D'ailleurs, je ferai allusion également, ce film donc a inspiré un autre film qui s'appelle Excellent, néo-zélandais, qui est traité aussi différemment, mais qui parle quasiment de la même histoire, puisque c'est un blanc et un noir qui survivent avec la dernière femme de l'humanité. Donc c'est vraiment, je dirais, le remake caché en fait, en quelque sorte, mais qui était aussi très bon et assez différent dans le traitement par rapport au monde de la chair et le diable, qui s'appelait donc Le Dernier Survivant. Alors attendez, je vais vous mettre quand même les images de la bande-annonce superbe de ce monde de la chair et le diable, pour que vous ayez donc une idée vous-même de quoi il retourne. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est, donc comme je disais, donc la relation, le conflit en fait que ça va créer dans la relation. Et évidemment, ce que ça va générer comme tension, en fait. Et pourtant, il pourrait très bien essayer de survivre et de faire tout pour s'en sortir, de ne pas tomber dans des conflits, justement à cause de la convoitise d'une femme. Et c'est ça que j'adore aussi dans ce film. Au-delà aussi, je l'ai dit, et je vais y revenir tout de suite, sur la façon dont est réalisé le film, puisqu'on a vraiment l'impression d'évoluer dans un monde désertique, en tout cas une ville désertique, New York, et c'est impressionnant de voir à quel point c'est réaliste pour l'époque.
quand on les voit évoluer, là, comme ici, dans ces rues désertes, immenses, c'est absolument fabuleux, quoi. Et au moins, à l'époque, comme ils n'avaient pas les moyens de créer des superbes effets numériques qui paraissent un minimum, justement, réalistes, eh bien, ils faisaient carrément en sorte de vider la ville pour que le film soit hyper crédible. À part peut-être sur cette image des voitures sur le Golden Gate. Non, pardon, c'est le pont de New York, pardon, excusez-moi, il ressemblait au Golden Gate, mais ça se passe bien à New York. Et donc, le film, vraiment, utilise très peu d'effets, en tout cas, justement, d'apparence trompeuse, où on met une sorte de made painting pour faire croire, par exemple, à des voitures entassées sur un pont. Là, je pense que c'en est un, parce que je sais pas s'ils ont vraiment bloqué un tas de véhicules, comme on a vu juste avant. Mais tout le reste dans ce film... le réalisateur Ronald McDougall tenait absolument à ce que, justement, le degré, on lui avait dit, donc, dans la production, que le film soit vraiment, qu'on y croit. Et le seul moyen d'y croire, c'était de vraiment donner à la ville de New York, qui est quand même immense, qui quand même est une ville de 8 millions d'habitants, un sentiment vraiment désertique, d'abandon, après la disparition de toute une population. En fait, les seuls qui ont survécu, c'est ceux qui étaient en fait dans des endroits où ils n'avaient pas été exposés aux nuages radioactifs. Et voilà. Et donc le film donc va vraiment explorer en fait, je dirais, le drama humain. Et c'est pour ça que je le trouve vraiment, de ce point de vue-là, je le trouve vraiment excellent. Et c'est pour ça que je trouve que des films de ce calibre donc donnent vraiment une idée, une vision en tout cas de ce que pourrait devenir en fait, je veux dire, la survie en fait vaut-elle le coup si c'est pour s'entretuer après, quoi. C'est-à-dire qu'en fait le problème des êtres humains qui survivent à une apocalypse, c'est que là, vous voyez, il y a une véritable un dilemme en fait. C'est une femme pour deux hommes, et évidemment, quand on n'a plus personne sur Terre, ou quand on n'a qu'une femme vers qui se rapprocher, ça peut créer vraiment une rivalité de jalousie, et c'est ce qu'on va découvrir. En plus, pour rien arranger, il y a le contexte racial, puisque c'est un blanc et un noir. Donc vous voyez, c'est presque, ouais, c'est de la science-fiction sociologique aussi, voilà, qui a inspiré pas mal de films contemporains aussi, faut pas oublier. Et comme j'ai parlé du dernier survivant de Geoff Murphy, qui est vraiment excellent et qui comme je l'ai dit, donc reprend le même sujet, mais le traite quand même de façon très différente, même si vraiment la thématique reste la même, c'est-à-dire une femme, deux hommes et la survie, et la convoitise de chacun pour la femme qui reste, et ce que ça va engendrer derrière. Voilà, et donc... faut savoir aussi que donc Le Monde de la Chair et le Diable, donc c'est une adaptation d'un roman de Purple Cloud qui était paru en 1901. Vous voyez, déjà en 1901 on imaginait l'apocalypse, qui a ensuite inspiré un célèbre livre magnifique, superbe, un chef-d'œuvre de Richard Matheson en 1954, Je suis une légende. Et puis d'ailleurs, Je suis une légende est à l'origine donc d'adaptation cinématographique. La première, et je trouve la plus réussie, Je suis une légende avec Vincent Price, de Sidney Salkoff, en 64. Et puis en 71, viendra la version avec Charlton Heston, le survivant. Et puis la dernière avec Will Smith, Je suis une légende, en 2007. Mais pour moi, la plus réussie, vraiment la première, qui est la plus fidèle vraiment au roman de Matheson. L'adaptation donc de ce film Le Monde à la Chair et le Diable du roman The Purple Cloud, oui, sorti en 59, donc présente la caractéristique de mêler en fait l'anticipation à un drame amoureux. C'est ça que je voulais revenir. Ainsi qu'à une critique, je dirais, et c'est là où je vous en parlais, c'est de la ségrégation raciale. Et puis partir de là. Le propos, en tout cas, du film, lui, à l'époque, justement, on est en pleine lutte aux États-Unis pour les droits civiques. Les droits civiques, donc, par exemple, justement, on n'est pas encore sorti, en fait, de ces rivalités entre hommes blancs, femmes, hommes noirs. Donc ça donne une teneur particulière, replacée dans le contexte du film.
Donc, c'est un film aussi qui regarde la condition de l'homme noir et de la femme dans l'Amérique ségrégationniste et puritaine des années 50. C'est pour ça que le film va au-delà, je dirais, d'un film post-apo. Il traite vraiment d'une thématique intéressante, voilà, avec une très belle prestation d'Harry Belafonte, qui en plus donc signe certaines chansons, puisque c'était un chanteur aussi, Harry Belafonte. Et il ne faut pas oublier aussi la musique que vous entendez en fond de Miklos Rozsa. C'est un film qui a de l'envergure, c'est un film ambitieux, au scénario assez complexe dans les relations humaines, mais efficace, bien réalisé, avec des grands moyens et je vous le dis, d'une qualité visuelle pour moi plutôt époustouflante dans je dirais, de montrer ces décors totalement gigantesques et vides d'une ville totalement, justement, qui n'a plus d'âme, plus de vie, à part ces trois personnages donc, qui vont devoir cohabiter et donc, dont justement la fin réserve des surprises. Je ne préfère pas quand même si les films, des fois, je vous dis, je pourrais très bien spoiler, ou faire une partie spoiler, mais je préfère quand même sur toujours la finalité d'une histoire, vous réserver la surprise, même pour ceux qui connaissent le film, et pour ceux parce que je sais qu'il y en a sûrement qui n'ont jamais entendu parler et c'est du monde de la chair et le diable, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour remettre au goût du jour, comme je le dis, souvent dans cette rubrique, des films rétro que personne, ou que beaucoup de gens d'une génération, en fait, des générations d'aujourd'hui, ont entendu parler, quoi. C'est quasiment, j'en suis sûr, peu de gens, donc, en tout cas, se disaient qu'il y avait un des premiers films post-apo, c'était Le Monde de la chair et le diable. Ils vont plutôt aller piocher dans les années 2000, 2010. Enfin, je parle pour les générations d'aujourd'hui, mais après, d'autres générations, je suppose que vous connaissez sûrement ce film dont je parle maintenant. Parce que c'est vraiment, je vous dis, pareil, encore une fois, un film qui est en avance sur son temps, qui parle de sujets sociétaux importants, je dirais le racisme, le fait d'accepter justement une femme de couleur blanche dans une relation où elle aime deux hommes en plus, où elle a du mal à choisir, et eux ils vont presque, on va dire, vont choisir de se combattre en fait, plutôt que d'essayer de s'entendre et de trouver un compromis, peut-être pour vivre ensemble, et pourquoi pas se partager. Je sais pas, à l'époque, n'oublions pas, c'est censé se passer donc fin des années 50, donc on peut pas aller, il y a des choses puritaines dans l'Amérique justement de l'époque qu'on ne peut pas aborder. Et c'est un film aujourd'hui, je pense que si on en faisait un remake, oui, peut-être ce serait aussi difficile de parler à nouveau de ça, mais en le traitant différemment, comme l'avait fait Geoff Murphy en 1986, sur ce film dont je reviendrai, Le Dernier Survivant, qui est absolument magique aussi, et justement qui est un remake caché quelque part du Monde de la chair et le diable, mais qui a sa véritable identité. Donc je vous dis, le film, ce qui est étonnant, ce film n'a pas vieilli. Vous pouvez regarder aujourd'hui, les images de New York sont absolument stupéfiantes, incroyables. On est vraiment dans un New York post-apocalyptique, c'est absolument génial. Le film, à l'époque, donc réalisé par Ranald Balgan, n'a eu un succès, on va dire, mitigé. Des bonnes critiques, quand même, de la part de... J'ai revu un peu les sources, et j'ai vu que les critiques étaient quand même assez bonnes. Il y a eu quand même cette polémique un peu sur le choix des personnages. Un blanc, une femme blanche, un homme noir... mais c'est ça qui est bien, c'est ce qui fait l'intérêt du film, c'est justement de pouvoir créer cette tension qui va se créer entre, en particulier les deux hommes, pour la femme. Voilà, donc je trouve que c'est un film qui est encore très pertinent en tout cas dans l'approche des personnages, impressionnant visuellement pour la vision post-apocalyptique de New York, totalement désert de la majorité, de la totalité de ses habitants, mis à part les trois survivants, évidemment. C'est un film aussi qui, donc, est un bon témoignage, je dirais, sur la société américaine début des années 60, et qui reste, pour moi, une pépite de la science-fiction, qui mérite, je le dirais pour conclure, d'être redécouverte, et qui utilise le thème de la solitude, ici, je trouve, avec intelligence. Voilà. Donc, il y a une édition DVD qui existe chez Les Introuvables. Alors, je crois pas que le film soit sorti en Blu-ray, et c'est bien dommage. Donc, vraiment, c'est un film que vraiment je conseille
mais qui a vraiment son importance. Parmi tous les films post-apo qui ont pu exister, il y en a des très bons, hein, évidemment. Mais après, vous en avez qui existent avec des menaces, comme dans Je suis une légende, ces espèces de vampires qui sortent la nuit et qui attaquent le héros. Et puis le simple fait aussi d'avoir donc un monde de demain où des gens essaient de survivre entre eux. Et souvent, le propre de l'humain, c'est d'être En fait, le problème des humains, en tout cas, aussi, c'est peut-être aussi la question qu'il faut se poser à travers ce film, c'est que finalement, même les humains ont du mal à se supporter et à vouloir accepter l'un et l'autre, même s'ils étaient les 3 derniers survivants de la Terre, pour accorder leur violon, en quelque sorte. Et vous verrez ce qui se passe dans le film si vous le regardez, mais en tout cas, je vous le conseille. C'est vraiment une petite pépite post-apocalyptique, surtout sachant que ce film a quand même plus de 50 ans, et c'est encore une véritable démonstration de la créativité des récits, justement, abordant ces thèmes, ce genre de la science-fiction. Et donc, je voulais dire que Ranald Madhugal, c'est un des scénaristes de Cléopâtre, pour revenir un peu sur le réalisateur, comme je vous l'ai dit, qui a fait donc à peu près, je dirais, une carrière. Il a une carrière assez, on va dire, riche en tant que scénariste. Il a scénarisé des films excellents, comme Cléopâtre, comme Le Dernier Train du Katanga, dont j'ai parlé récemment sur mon blog Les Chroniques d'Atreyu, que je vous invite à aller voir. Comme par exemple Le Grand Alibi d'Hitchcock, des films comme aussi le roman de Mildred Pierce, de Mankiewicz. Des films, en tout cas, en tant que scénariste, La Cuisine des Anges aussi, de Michael Curtis, ou La Neige en deuil, avec Spencer Tracy, etc. etc. Et donc, surtout en tant que réalisateur, il n'a pas fait une grande carrière, il a 6 films à son actif, mais on va dire les 2 plus intéressants, ce sont donc Le Monde, la chair et le diable, celui-ci, vraiment qu'il ne faut pas manquer, et Les Rats de cave, qu'il avait fait en 1960, que je vous conseille, et peut-être aussi Volupté, qui est vraiment un film intéressant de ce réalisateur, alors méconnu, on va dire, puisqu'il a surtout été scénariste. Donc Ranald MacDougall, qui s'était éteint donc à l'âge de 58 ans, voilà. Et voilà, je terminerai donc en vous disant de ne pas oublier d'activer la cloche quand il y a des lives, comme celui de David Fincher, que nous ferons donc avec mes invités le samedi 26 à 21h, je vous le rappelle. Donc venez nombreux, n'hésitez pas. Et puis, suivez également donc, les Chroniques d'Atreyu, le blog, où je fais des critiques sur les films qui font partie des décennies que j'adore. Notamment le cinéma italien, le bis italien de la grande époque. D'ailleurs, je ferai une émission sur la chaîne sur le bis italien de la grande époque, bientôt. Et puis, quoi d'autre Moi, je suis estomaqué quand je vois toujours, excusez-moi, je m'interromps, mais quand je vois les images de ce New York post-apo super impressionnant, avec aucun décor, puisque tout est filmé vraiment dans la ville elle-même, aucun décor en carton-pâte ou quoi que ce soit, c'est absolument génial. Donc voilà, je vais conclure donc pour vous dire aussi de venir, de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne, si vous êtes intéressé par des thématiques, de me contacter sur donc le serveur Discord. Tout est inscrit dans le sous les vidéos donc pour les liens pour rejoindre donc le serveur Discord d'Attention ça tourne, la chaîne donc le blog cinéma que je tiens les Chroniques d'Atreyu, ou donc et aussi donc le lien Twitter, etc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ne ratez pas ce petit bijou, donc Le Monde, la chair et le diable. Et je vous dis, moi, à très bientôt pour un autre Retro Movies. À très vite. Merci. Vive le cinéma de genre. Et à plus tard, les amis. Ciao, ciao.